la France perd tout d'un coup les moyens de sa souveraineté et qu'elle va se soumettre dans sa vie quotidienne, démocratique, dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser, à une domination étrangère. Ce serait alors vraiment comme si on avait perdu une guerre. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. La construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Les journaux de Copenhague ont ce matin des titres de crise nationale. La réponse du Danemark à l'Europe? Non. Un non d'horreur qui secoue les marchés financiers. Les dirigeants européens ont réussi à trouver les voies du compromis au sommet d'Édimbourg en offrant une porte de sortie aux Danois qui vont pouvoir revoter au printemps prochain. Les Irlandais étaient les seuls parmi les 15 à recourir au référendum pour ratifier le traité de Nice. Mais ils ont choisi de ne pas le ratifier. On parle maintenant d'un arrangement qui consisterait à organiser un deuxième référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine. L'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Intimement liés. Maintenant, l'enjeu est de remettre de la politique en Europe, de ne plus abandonner l'Europe. On en vient à l'Europe qui tourne une page et qui se relance. Les 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. Il remplace donc la Constitution repoussée il y a 2 ans et demi par référendum. Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Aujourd'hui, on a manifesté au Portugal et en France. Ceux qui avaient dit non à droite comme à gauche sont furieux. C'est une forfaiture, c'est une traîtrise, c'est une... Bien évidemment, M. Sarkozy a trompé le peuple français, il a parlé d'un mini-traité, une petite souris qui passerait par un petit trou. C'est en réalité l'intégralité de la Constitution européenne. Le fond de l'affaire, c'est que la démocratie est bafouée. 54,4%, c'est le pourcentage du non des Irlandais au traité européen de Lisbonne, un non qui s'est exprimé par référendum. Le Premier ministre Brian Cowen n'avait pas le choix, la pression de Bruxelles était énorme. Les Irlandais auront droit à un deuxième référendum d'ici fin octobre 2009. Que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non? Eh bien, on leur reposera la question une 3e fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi, je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. Nous ne sommes plus un État. La France n'est plus un État. Nous n'avons plus aucun pouvoir d'État. Nous n'avons plus le pouvoir, comme je le dis, de battre monnaie, de faire les lois, de rendre la justice ou de décider de la paix et de la guerre. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux.
Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir quand on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent mais où est le programme? Je leur dis mais il n'y en a pas et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie et en fait on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. C'est le premier sommet du président français. Comme il l'a promis durant sa campagne, François Hollande est venu réclamer un pacte de croissance pour l'Europe. Mais la tâche peut s'avérer difficile. Un président français peut-il encore imposer ses vues au Conseil européen? Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. Devant les journalistes européens, François Hollande reste droit dans ses convictions. Ont été courageusement menés à bien. Ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles que tout le monde, dont personne ne va entendre. Avez-vous senti ce soir une compréhension de la part de vos homologues européens à ce propos, ou est-ce que vous vous sentez de représenter un peu le mauvais élève de l'Europe dans la matière? Non, nous sommes le bon élève. Nous le faisons au rythme prévu par nos engagements européens. Donc nous sommes bien sur un effort structurel et nous tenons nos engagements, mais nous faisons en sorte que cet effort ne contredise pas l'objectif de croissance. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça, ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. Quelques mois plus tard, les craintes de François Hollande se confirment. La France ne fera pas de croissance et elle va même briser la règle d'or en dépassant les 3% d'endettement. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros à peu près. Alors qu'il commence son 6e Conseil européen, le président français est donc loin d'avoir atteint son objectif. Pire, lui qui voulait peser sur l'Europe pourrait subir les foudres de Bruxelles pour un déficit trop important. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes,
où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filipponet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filipponet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Vous savez ce que c'est? Au bout du compte, ça revient, pour schématiser, à donner à ce que les États abdiquent devant des tribunaux leur souveraineté face à des grandes entreprises, des grands conglomérats financiers et industriels, qui pourront attaquer les États parce qu'ils auront mené des politiques qui ne seront pas conformes à leur légitime attente de ce qu'attendent les... Mais enfin, où allons-nous? Où allons-nous? Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et au sens moral du terme, en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Si, comme en 1936, on avait une élection qui était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. On va être très clair, c'est avec le gros coup d'angoisse, parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France. Ce soir, avec ce non sorti des urnes, la Grèce impose à la zone euro un saut dans l'inconnu. Fort de sa victoire, le Premier ministre Alexis Tsipras va tenter cette semaine de peser sur les Européens. Est-ce que la Grèce doit sortir de la zone euro? Je crois qu'elle n'a pas d'autre solution, car d'une part, les gouvernements européens et le Fonds monétaire lui prêtent de l'argent, mais assorti de conditions, c'est-à-dire pratiquer une politique d'austérité et de réduction des déficits publics. Alors cette politique d'austérité va conduire à ralentir la croissance grecque encore davantage. Et quand la croissance se ralentit, les recettes fiscales diminuent et les demandes de subventions et de dépenses sociales augmentent, ce qui creuse les déficits. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on l'a dit, le gouvernement grec devrait annoncer dans 48 heures une nouvelle série de mesures d'austérité. Mais ça fait 40 ans qu'ils essayent de détruire la France, qu'ils essayent de détruire l'Italie, qu'ils essayent de détruire l'Espagne pour construire ce mythe de la nation européenne. C'est l'URSS, votre truc. Laissez les gens décider de ce qu'ils veulent. Le Royaume-Uni a donc fait le choix de quitter l'Union européenne. J'avais un grand-père. Quand j'étais petit, dans les années 65-66, il m'avait dit: tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille: tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous? Parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun de du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser.
C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Je pensais des organisations telles que le Dîner du siècle, le groupe Bilderberg, qui sont restées très très longtemps dans l'ombre et qui aujourd'hui commencent à être contestées par tous ceux qui remettent en cause l'idée d'une élite qui resterait dans l'entre-soi pendant que le peuple serait totalement rejeté. Parce que c'est ça qu'il y a derrière le Dîner du siècle et le groupe Bilderberg, c'est l'image la plus évidente de cet entre-soi politique et idéologique, jusqu'à parfois générer tous les fantasmes. Alors, sans entrer dans le complotisme, ce qui est très compliqué puisque dès qu'on analyse, sans même aller jusqu'à critiquer, le Bilderberg ou le Dîner du siècle, on est immédiatement classé parmi les complotistes. Bonsoir monsieur. Vous auriez quelques informations sur le contenu du Dîner du siècle? Bonsoir monsieur. Il s'est discuté quoi ce soir au siècle? Bonsoir monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations sur ce qui s'est dit ce soir? Bonsoir, on cherche à savoir ce qui s'est dit ce soir. Bah oui, mais on veut savoir ce qui s'est dit ce soir. Oh, un petit mot. Les Français se demandent quand même. La parité. La parité? Ouais, c'est déjà ça. Bonsoir monsieur. Quel était le programme ce soir? Bonsoir monsieur. Quel était le programme du Dîner du siècle ce soir? Pas de programme. Ah mais vous avez quoi dans la main? On peut voir? Mais non, l'autre main, voyons. Le Dîner du siècle a été fondé en 1944 par d'anciens résistants, donc au sortir de la guerre, des gens qui voulaient dépasser les clivages politiques et permettre à tous ceux qui allaient reconstruire la nation de se rencontrer, de discuter dans un contexte apaisé. Ça, c'était l'idée de départ. Donc le Dîner du siècle rassemblait des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des gens de l'édition, mais aussi des médias, enfin de la presse à l'époque. C'est toujours le cas, dans un contexte qui n'est plus celui de la reconstruction. Dans un contexte où ce rassemblement de ces élites commence à poser problème. Parce qu'il y a en fait une idéologie derrière. Excusez-moi monsieur. Vous avez discuté de quoi ce soir au siècle? Oh, de plein de choses, comme toujours, mais ça nous intéresse. Il y a une règle de confidentialité. C'est vrai, mais pourquoi il y a des journalistes, ils passent à la télé, ils présentent les informations? Et quand ils y participent, c'est à titre privé, mais après ils n'en reparlent pas à l'antenne, c'est parce qu'ils ont des choses, ils ont des réflexions, ils ont des choses à dire. Ouais, bon, je vous remercie. Bonsoir. Alors, quels étaient les sujets ce soir, monsieur? Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, vous venez là juste pour prendre l'apéro. Bonsoir, messieurs. On cherche à savoir ce qui s'est dit ce soir au Dîner du siècle. Personne ne sait, ça reste confidentiel, mais pourquoi? Pourquoi on cache la vérité aux Français? Alors, comment c'était ce Dîner du siècle? Quelques sujets bientôt, on en entend parler sur France 5. À quand le Dîner du siècle sur France 5? Ça vient. On va en entendre parler, le peuple veut savoir. Trouvez-moi quelqu'un qui a été dans votre JT et qui défend la sortie de l'Union Européenne. Il n'y a personne. C'est un sujet qui est interdit d'en parler. Nous, on veut simplement retrouver notre souveraineté, on veut décider de nos lois. Aujourd'hui, il y a 80% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale qui sont la transcription du droit européen. Vous faites une profession de foi. On peut faire chacun sa profession de foi. C'est pas une profession de foi, c'est des faits. Vous êtes journaliste, je vous apporte des faits. Il y a des forces politiques qui sont élues. Vous pouvez toujours dire que les élections sont truquées, etc. Mais elles sont élues dans ce qui ressemble, disons, à une démocratie au moins formelle. Ces forces politiques, elles se reflètent en gros au sentiment des gens. Non, non, les partis qui accèdent au pouvoir sont déjà sélectionnés. Jean-Luc Mélenchon.
Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle, dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Alors heureusement, au-dessus d'eux, il y a le comité ou la conférence ou le club de Bilderberg, dirigé par cette Madame Crutzen. Alors, Madame Crutzen, elle n'existe pas, c'est une invention, c'est romanesque. Par contre, ce fameux groupe de Bilderberg, il existe. Il a été créé en 1954 par, alors j'ai plein de notes, par David Rockefeller et puis une espèce de prince des Pays-Bas, prince Bernard des Pays-Bas. Donc il existe, disons, il est essentiellement une sorte d'axe transatlantique qui réunit des gens. Alors il y a de tout, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la finance, il y a de l'armée, des services secrets, des médias. Et ils se réunissent une fois par an. À côté, Davos, c'est un peu l'amicale des boulistes, quoi. C'est des guignols à Davos. Bilderberg, on est dans le disque dur des maîtres du monde. Ouais, je pense vraiment. Je pense vraiment, bon, Davos, c'est une réunion publique, il y a beaucoup de journalistes, il y a des débats, il y a quelques séances privées. Davos, tout se joue dans des couloirs et dans des séances qui sont fermées à la presse. Ouais. Mais le Bilderberg, c'est vraiment effectivement une réunion tous les ans dans un endroit tenu secret, gardé par les patrouilles de l'OTAN quand même. Aucun journaliste n'a le droit d'y approcher. Mais c'est James Bond, des mecs qui arrivent en hélicoptère noir où il n'y a pas d'inscription, se posent, on les met dans des voitures noires, on les amène. Alors je suis allé au Canada à la dernière conférence de la trilatérale, ça c'est tout à fait juste. De quoi on a parlé? On a parlé de la guerre en Irak avec des gens venus du monde entier. Hein. Quelles étaient les solutions? On a parlé des conflits du Proche-Orient, on a parlé des conflits dans les banlieues, on a parlé d'un certain nombre de problèmes monétaires. On a parlé de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, ce sont des conférences, des débats qui sont organisés avec des gens qui sont censés, pardon pour la prétention, sur un des sujets traités, pas sur tous, sur un des sujets traités, avoir quelques lumières, quelques expériences. Voilà. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Oui, mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que pourquoi ce côté secret? Pour qu'il y ait non, c'est pas secret, ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression et que les gens puissent, même s'ils exercent des responsabilités importantes, ils veulent que ces gens puissent dire librement
ce qu'ils pensent. Mais entre eux. Non, sans que ça donne lieu à une exploitation, à une caricature, à une déformation qui les empêcherait de parler librement. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Ne crache pas sur le spectacle. Non, je crache pas. J'aime le spectacle. Tu as envie. Mais j'y vais au spectacle. J'adore l'opéra. Donc voyons, comme spectacle, il n'y a pas mieux. Tu le fais, le spectacle aussi. Mais, modestement. Mais je pense qu'il y a un temps pour le spectacle et puis il y a un temps pour la réflexion. Il y a un temps pour les amis. Il y a un temps pour tout. Et Bilderberg, pas un mot d'ailleurs. C'est la même chose. Ah bon, c'est exactement la même chose. Sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos, en direct, je connais la Bilderberg. Continentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je ne dirai rien sur C'est peut-être une invention d'un téléspectateur. Peut-être que vous voulez vérifier qu'on le teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre. Le groupe Bilderberg, là, c'est également dans ce contexte de sortie de la guerre et surtout dans un contexte de guerre froide qu'il faut le comprendre, puisqu'il est fondé en 1954, au départ par des Polonais, des Belges, qui s'inquiètent de la montée d'un anti-américanisme en Europe et qui veulent donc fonder un groupe qui permettrait aux élites des deux rives de l'Atlantique de se rejoindre. La première réunion a lieu donc dans un hôtel Bilderberg, en présence des délégués de différents pays d'Europe et des États-Unis. Et très rapidement, ces personnalités vont mettre en place un réseau d'influence, parce que ces deux groupes fonctionnent par cooptation, dans le secret le plus absolu. Thank you, Mr. President. The Commission have recently replied to my written question confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. La questione delle nomine, molto importante. Oggi c'è sulle agenzie c'è un corollario di voci, di riunioni, non si sa nemmeno se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles. Ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a tre, Balkenende, Miliband e Van Rompuy. Ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni vuoi del Bilderberg, vuoi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese nelle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse et decidono sulla pelle et sulla testa dei popoli. Une enquête extrêmement intéressante qui est, par exemple, la conférence Bilderberg et la commission trilatérale. Je vous cite un exemple. La commission trilatérale, dans lesquelles un certain nombre, tous les anciens commissaires à la concurrence, par exemple, qui sont les commissaires les plus puissants, parce que eux appliquent les traités, il n'y a même pas de discussion sur ces questions-là, se cooptent
à la commission trilatérale, on les retrouve au Bilderberg et on les retrouve pour un grand nombre d'entre eux chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine très contestée comme on sait. Et on les retrouve, mais on les retrouve aussi au pouvoir, puisque... Et on les retrouve au pouvoir, puisque les deux chefs d'État récemment nommés en Italie et en Grèce, sans élection directe, c'est-à-dire les parlements évidemment se sont exprimés, mais les électeurs n'ont pas donné leur avis sur les changements de politique. On a dit qu'ils avaient travaillé à Goldman Sachs, mais ils ont aussi été... À la trilatérale. Oui, chez Goldman Sachs, comme aussi Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Universitaire. Mario Monti, d'abord, un grand universitaire. Prenons Mario Monti, qui a pris le pouvoir en Italie. Oui. Voilà quelqu'un donc qui dirigeait jusqu'à sa nomination la section européenne d'une association. Quand on va regarder à l'intérieur ce qui s'y dit, on a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques. Tueurs de traités, c'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. C'est formidable, cette nouvelle démocratie éloignée des contraintes électorales, mais peut-être ça se rapproche du despotisme éclairé. La langue et la culture. Mais ce que demande Jean-Yves Camus, c'est qui manipule ce projet mondialiste à vos yeux? Écoutez, je crois que c'est les grands organismes qui sont connus. Il y a un certain nombre d'organisations internationales qui font la promotion de cette conception. Mais je crois que les gens qui nous dirigent sont convaincus de la bénéficité de ce projet. Quand vous dites les organisations européistes et mondialistes, l'Europe n'étant qu'une étape sur la voie du gouvernement mondial. Quand vous parlez des organisations, vous pensez à quoi? Le FMI, des choses comme ça? Non, je pense au Bilderberg, des choses comme ça, des organismes qui font la promotion du gouvernement mondial. Mais il en est chez nous. Monsieur Attali est un partisan de ce gouvernement mondial, mais aussi Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, ipso facto. En fait, mai 68, c'est les entreprises américaines qui ont besoin de nouveaux marchés, de nouveaux appétits, de nouveaux clients, et qui veulent créer le marché du désir, c'est-à-dire transformer le consommateur, non, le citoyen mondial, en consommateur compulsif, désinhibé, post-névrotique. Et donc, en fait, mai 68, c'est ça. C'est cette révolution-là. Et un jour, je lui dis, mais finalement, ton fils spirituel, c'est Giscard. Il me dit oui. Moi, j'ai démoli l'État et lui, il démolira la nation. Mais vous dites même un instant que Cohn-Bendit, c'était quasiment le président du Parlement européen, de fait. Oui. Ses idées, c'était victorieuses dans cette institution. Lui, il voulait détruire les souverainetés, dissoudre les identités, faire la société multiculturelle à l'échelle européenne, abattre tous les murs porteurs, voilà. Et il était le roi du Parlement, dans cet univers kafkaïen qui sonne les noces de Kafka et de Staline, du point de vue de l'esthétique. Non, il était tout à fait à l'aise. Because I don't think that the European public or commentators understand what the European Commission really is. The Commission is the executive, it is the government of Europe, and it has the sole right to propose legislation. It does so in consultation with 3,000 secret committees, staffed mainly by big business and big capital, and all the legislation is proposed in secret. And once something becomes a European law, it is the European Commission themselves who have the sole right to propose repeal or change of that legislation. The community method, which you championed this morning, the means by which the European Commission makes law and holds law, is actually the very enemy of the concept of democracy itself. Because it means in any member state, there is nothing the electorate can do to change a single piece of European law. So we'll be voting against the Commission today, not on the basis of the individuals, but on the basis of the fact that it is a fundamentally in fact anti-democratic form of government. I suspect you're in for a tough time with this Commission. You're going to have the euro crisis, which hasn't gone away and is going to get worse. And you're also going to have the UK debate,
where now it has become unacceptable to the vast majority of British citizens for there to be total free movement of people, extended to 500 million people to come to Britain. Mr Cameron masquerades as being an EU opponent, though I note this morning that the Conservatives are so brave that they're even going to abstain. I think this will be the last European Commission that governs Britain, because within the end of this 5 years, we will be out of here. Thank you. Et pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Les nœuds papes, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et ils disaient qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète. C'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. 20-30 anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità, è mai possibile? La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, che ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio, o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA, quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il potere politico.
lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67 e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie, grazie, grazie. Quand on assiste aux réunions du groupe Bilderberg, on s'engage à ne pas raconter ce qui a été dit. L'idée est de garantir une forme de confidentialité qui permettrait aux uns et aux autres de discuter en toute liberté. Et donc de générer des idées parmi ces grands de ce monde qui doivent évidemment décider de nos destins et en décider en toute intelligence. Sauf que le premier souci est qu'en effet, cet entre-soi est profondément malsain. Il est d'autant plus malsain que ces élites qui font partie de ces groupes, ce qui peut sembler légitime au départ, se sont coupées totalement du reste de la population. Finalement, le fait de se rencontrer entre banquiers, entrepreneurs ou fonctionnaires n'est pas si difficile que ça. Il n'y aurait pas de nécessité. On préférerait que des organisations se fassent pour que ces gens-là rencontrent des paysans, des ouvriers, des artisans, des gens qu'ils ne rencontreront jamais dans leur vie de tous les jours. Le second problème, enfin le deuxième problème, pardon, parce qu'il y en a de nombreux, c'est quand parmi ces personnalités, on trouve des gens de médias. C'est-à-dire quand des gens qui sont censés être journalistes se mettent à appartenir à des groupes qui représentent des élites avec des intérêts économiques et que ces journalistes s'engagent à ne pas révéler ce qu'ils y ont entendu, c'est-à-dire qu'ils n'y sont pas en tant que journalistes.
gens-là n'expliquent pas quelle est la teneur de ces discussions et des débats idéologiques qu'il peut y avoir, alors ils participent à la constitution d'une conscience de classe de la part des puissants. Ce n'est pas vraiment le rôle des journalistes. Le problème est encore plus prégnant avec le groupe Bilderberg. Pourquoi ? Parce que ce groupe, qui se veut la construction d'une amitié entre les États-Unis et l'Europe, poursuit donc une idéologie. Au départ, la demande vient d'élites européennes, mais elle se constitue dans un cadre de guerre froide qui n'existe plus, mais l'influence des États-Unis continue à impliquer des décisions politiques qui aujourd'hui jouent sur nos économies, sur la géopolitique de l'Europe. Accepter l'organisation du groupe Bilderberg, c'est ne pas comprendre que l'impérialisme américain utilise des outils pour faire valoir les intérêts des États-Unis. Et que parmi ces outils figure désormais le groupe Bilderberg. L'exemple principal vient du fait que ce groupe a mis en place des sessions de formation pour jeunes Européens prometteurs, qu'on appelle les Young Leaders, qui ont le droit de venir passer plusieurs mois gratuitement aux États-Unis pour observer la société américaine. Ces Young Leaders ont vu passer aussi bien Rachida Dati que Ramayad, que Najat Vallaud-Belkacem. Il s'agit là purement et simplement d'influence idéologique. Enfin, dernier point qui illustre à quel point petit à petit ces élites se sont détachées des intérêts à la fois des peuples et des nations, parce qu'on retrouve là toute la théorie de l'historien américain Christopher Lasch sur la sécession des élites, l'idée que des élites mondialisées auraient aujourd'hui des intérêts communs de classe et se seraient détachées des intérêts objectifs des peuples auxquels ils appartiennent. Et bien, donc c'est cela qui est illustré là, et la meilleure preuve en est cette réflexion en 1999 dans Newsweek de David Rockefeller, qui fit partie en 1954 des fondateurs du groupe Bilderberg et qui expliquait, nous le citons dans le livre du comité Orwell, Bienvenue dans le pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme, qui expliquait donc quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'identité adéquate pour le faire. Il y a, à travers des groupes comme ceux-là, non pas simplement la volonté de se rencontrer entre gens qui auront des décisions à prendre. Il y a une vision du monde commune, et cette vision du monde repose sur l'idée que les intérêts privés doivent prendre le pas sur des États que l'on considère comme ringards, inopérants et n'étant plus en prise avec la marche du monde. Ça s'appelle des choix politiques, et ces choix politiques doivent être explicités. Alors que peut-on trouver, nous, en Europe? Alors en Europe, en fait, il y a une organisation qui s'appelle Le Siècle, notamment, hein, qui a réuni beaucoup de gens, le gratin un petit peu de la politique et des médias, enfin qui existe toujours, hein. Le Siècle est toujours actif, hein. Donc on retrouve un petit peu des responsables politiques de gauche et de droite, des présidents des PDG de grandes entreprises, hein, et des gens des médias qui font l'opinion, c'est-à-dire on va pas citer de nom, mais enfin des éditorialistes de grandes émissions politiques, des éditorialistes de grands hebdomadaires, etc. Voilà. Donc ils se retrouvent et discutent des problèmes économiques et sociaux. Donc le problème vient pas du fait qu'ils se retrouvent pour discuter, le problème est que
il se forge entre ces gens un consensus qui est répercuté par la suite par chacun sur leur terrain de décision, et ce de manière tout à fait naturelle. Donc c'est un club de réflexion, mais qui influence de manière informelle le débat politique, les idées, l'orientation de l'économie, de la politique des entreprises, etc. Donc on peut parler de club de discussion où il n'y a pas d'ordre formel donné, mais plutôt des échanges qui deviendront des réalités. Voilà, tout à fait. Ça crée un peu comme des critères de convergence, vous voyez. Un peu comme John Edwards, qui a été récemment nommé colistier de John Kerry, qui avait été reçu 15 jours auparavant par le groupe Bilderberg. Mais qu'est-ce que Bilderberg? Alors le Bilderberg, c'est... alors là, c'est un... Prends ton temps. Certains disent que c'est un petit peu le gouvernement mondial, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le Bilderberg. Le club de réflexion est surtout là pour cimenter tout ça, pour cimenter le consensus. Mais alors, ce club de réflexion, s'il a autant d'importance, c'est parce qu'il a des gros moyens financiers, parce que les membres se tiennent les uns par les autres, pourquoi? C'est à cause du degré d'influence et de pouvoir des membres. Et à cause de la diversification des domaines dans lesquels ils sont impliqués. C'est-à-dire de réunir des gens extrêmement influents et puissants dans tous les domaines clés, c'est-à-dire la politique, l'économie, la finance, les médias et un petit peu quelques universitaires. Effectivement, avec tous ces secteurs conjugués, on a une influence vraiment décisive sur la société, sur le futur de la société. Donc le but, c'est de faire partie de ces groupes de réflexion et d'y être invité. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que ça peut pas être innocent d'avoir autant de personnes aussi importantes et sur des secteurs aussi décisifs. Ça ne peut pas être innocent. C'est-à-dire forcément, à partir du moment où ces gens se voient et discutent des problèmes du monde, il est naturel qu'ils formulent des souhaits, c'est tout à fait naturel. Or, que peuvent-ils souhaiter à partir du moment où ils ont grosso modo les mêmes intérêts? De l'argent. Oui, et puis accroître leur pouvoir, accroître leur situation de pouvoir, créer des conditions sociales, économiques qui vont plutôt dans le sens de la confortation de leur pouvoir que de l'amoindrissement de leur pouvoir, etc., etc. Donc sur toutes les questions, par exemple, faut-il une société avec des gens plus intelligents? Non, il faut pas. C'est plus facile à contrôler si les gens sont un peu plus abrutis, par exemple. Donc ce genre de choses, il y a tout un tas de questions sur lesquelles le consensus va être antagoniste de ce qu'est l'intérêt général, de ce qu'est le bonheur des gens, au sens où le droit au bonheur est quelque chose de garanti, par exemple, par la Constitution américaine. C'est au centre de l'idée de démocratie, c'est-à-dire le droit au bonheur. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration, ni communiqué. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une des thèses, en tout cas une des démonstrations de votre livre, c'est que toute cette gesticulation, ce n'est que geste de battleur et que ça masque une vacuité de la scène politique française. Une vacuité, puis le pouvoir en fait est ailleurs. Circus Politicus, c'est le récit de la prise de contrôle de notre vie politique, nationale et européenne, par des groupes d'intérêts très puissants qui ont commis une espèce de putsch démocratique. En fouillant des archives, en interrogeant les protagonistes, en découvrant des documents inédits, nous avons découvert avec Christophe Dubois l'existence d'un système où les électeurs ont de moins en moins leur part. Ça ressemble à la théorie du complot, ce que vous dites un petit peu quand même. C'est pas du tout complotiste. Mais quand on va fouiller, je vous donne un exemple.
l'homme le plus puissant, l'un des hommes les plus puissants d'Europe, qui est le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, n'a pas fait candidat auprès des peuples. Il ne s'est même jamais déclaré. Il a été nommé à huis clos par les chefs d'État et de gouvernement, mais une semaine avant, alors qu'il n'allait pas devant les peuples, il est allé se faire adouber par la conférence Bilderberg, un club très mystérieux dont nous révélons les secrets. Je vous donne un autre exemple. On a découvert l'existence d'un réseau, d'un groupe de commissaires européens, d'anciens commissaires, qui se cooptent dans une autre organisation, la Commission trilatérale, où ils s'échangent les postes. Organisation, ils appartiennent aussi au comité de direction du Bilderberg, ils se retrouvent dans ces conférences, et puis on les retrouve aussi, comme par hasard, dans les rangs de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, décriée comme on sait. Le fondateur de la commission trilatérale, le milliardaire américain David Rockefeller, avait exposé un jour très clairement son programme, c'était remplacer les gouvernements par le business. Ce programme a été mené à bien. Rockefeller, we know what you're doing. We know what you're doing to the world. Rockefeller, your new world order will never come in. You're running out of time. Scumbag, you've rushed it. You screwed up. You're not going to stop the Irish, Rockefeller, you scumbag. We are the Irish. We know what you're up to. We know what you're up to, Rockefeller. It's all going to come tumbling down. Hope you're happy working for that dirtbag. Do you know what that guy who you're protecting does? How's it feel, lad, working for a mass murderer? That guy started the eugenics movement, funded the Nazis, monopolises every business. What sort of world are you bringing for your kids? If you had any moral standing, you'd go in and arrest David Rockefeller for crimes against humanity. Un nombre de plus en plus important de gens se réveillent et apprennent que 99% de la population de la Terre est contrôlée par une élite d'1%. Mais savez-vous qu'une famille, les Rothschild, règne sur tout, même sur cette élite de 1%? Dans la discrétion, la dynastie Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante de la Terre et leur richesse estimée est d'environ 500 000 milliards d'euros. Oui, 500 000 milliards d'euros. Selon les experts, les Rothschild détiendraient en fait 500 trillions, soit 500 millions de milliards d'euros. Waouh! Eh bien, sachez que si les Rothschild distribuaient leur argent à chaque être humain, sur Terre, cela ferait plus de 100 000 euros par habitant. Sympa, non? Tout cet argent provient des banques détenues et contrôlées par la dynastie Rothschild, et la liste de ces banques centrales se compte en centaines. Je vous en cite les plus connues. Allez, c'est parti. Il y a la Banque d'Algérie, la Banque centrale d'Argentine, la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale du Brésil, la Banque du Canada, la Banque populaire de Chine, la Banque nationale du Danemark, la Banque de France, la Banque d'Israël, la Banque du Japon, la Banque du Maroc et la Réserve fédérale des États-Unis. Et oui, la liste est très longue, n'est-ce pas? En l'an 2000, la dynastie Rothschild contrôle toutes les banques, sauf 7 banques centrales de ces pays. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. C'est pas une coïncidence si ces 7 pays ont connu des perturbations et des guerres dans leur pays. Par exemple, en 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. En envahissant ces deux pays, les Rothschild ont réussi à poser leurs mains sur la plus grosse banque du Moyen-Orient, qui est la Banque d'Irak. En 2006, seulement 5 pays avaient des banques centrales, qui n'étaient pas du tout contrôlées par les Rothschild. Ces pays sont le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et puis l'Iran. En 2011, le régime de Kadhafi est tombé. Ça, on le savait aussi. Et il a laissé la Libye à la main de qui? Des Rothschild, qui sont très satisfaits de la révolution libyenne qui a été approuvée et soutenue par M. Bernard-Henri Lévy. Et dans la même année, le plus grand pays d'Afrique en superficie, qui est le Soudan, se divise. Le Sud-Soudan devient un État indépendant le 9 juillet 2011 et sombre rapidement dans une nouvelle guerre intérieure cette fois. En 2013, seulement 3 pays restent debout et résistent encore à la main des Rothschild, qui sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Cuba ne va certainement pas tomber. Ce petit pays a tenu tête pendant des décennies aux États-Unis. Et Fidel Castro, le leader de la révolution cubaine, a tenu tête pendant plusieurs années aux États-Unis. Rappelez-vous, il a survécu à de multiples tentatives d'assassinat.
Il a réprimé toute l'opposition politique sur l'île pour faire de Cuba un des fers de lance de la guerre froide. Le leader cubain a défié tour à tour pas moins de 11 présidents américains. Rien que ça. Pour la Corée du Nord, soyez sûrs, mes chers amis, que c'est très difficile pour les Américains d'infiltrer le régime nord-coréen et de créer un mouvement de résistance pour faire tomber Kim Jong-un. Et ni la Chine ni la Russie souhaitent voir s'effondrer le régime nord-coréen qui fait bien leur affaire et garde un équilibre entre les deux camps. Qui m'étonne. En ce qui concerne l'Iran, vous le savez très bien, l'Iran est armé jusqu'aux dents. Et c'est pas dans un futur proche que l'Iran tombera, surtout avec un PIB estimé à 412,2 milliards de dollars en 2016. L'Iran est la deuxième économie de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, après l'Arabie Saoudite. Sa population estimée à 78,8 millions d'habitants en 2015 place également le pays au deuxième rang des pays les plus peuplés du Moyen-Orient, derrière l'Égypte. L'économie iranienne repose sur le secteur gazier et pétrolier, l'agriculture et les services se caractérisent par une présence notable de l'État dans l'industrie manufacturière et les services financiers. L'Iran occupe, lui, le deuxième rang mondial des pays producteurs de gaz naturel et le quatrième rang pour ses réserves de pétrole prouvées. Donc c'est simple, n'attendez pas un renversement du régime iranien au futur. We're hunting. Can I ask one question if that's okay? Yeah. I mean, every year the top elites, politicians, representatives, media, bankers meet secretly at the Bilderberg meeting. What was your business meeting at the Bilderberg meeting, and how come there's no question? Can you please answer that question? I'm such a big fan of yours. Just one question, very important. What did you do at the Bilderberg meeting with world's elites in secret in Chantilly, Virginia, 2008, last year? Sir, Mr. Rose, can you please answer the question? Senator Rockefeller? Yes. I'd like to know if you're aware that we, the American people, are aware of the agenda of the Council on Foreign Relations and the Bilderberg Group. And if you could comment on that, please, because very concerning to a lot of us. You know, I have 37 people lined up right outside Senator Schumer's office, all of them wanting to answer precisely that question. Please comment on Bilderberg. It's very important. Sir, why won't you answer the question about the Bilderberg? I'm being polite and I'm not... I know you are, and I just want to talk about Bilderberg. I mean, it shows that you're hiding something and you won't even answer the question about the Bilderberg. I'm very polite to you, sir. I'm not disrespectful. I represent the American people who just want justice, sir, and we want to know what happens with the world's elites. You're one of those individuals. Well, could you just take a brief moment and let us... No, because we're not talking. We're talking about something. Well, something that's so important, it sort of transcends everything else that we're talking about, sir. Could you comment on that, please? No. I wish you luck, Lou. No. You should ask the Bilderberg people. You attended the Bilderberg yourself, sir. I did. You're part of the Rockefeller Foundation. Sir? I'm not doing it for you. I just want answers to the American people. You know? Can you please say something? Please? Just 1 second. Oh, we have them, sir. I'd like to know about the Bilderberg Group, sir. Well, that's not part of our discussion. When can we discuss that with you, sir? Thank you. Thank you. I'm being very short. I'm just asking about the Bilderberg Group. No, I'm doing an interview with him, and he just walked away from that. But sir, why are you so scared to say something? Did they tell you you can't say nothing? Charlie, you don't want to talk about the Bilderberg Group? So the truth is coming out, and there's a lot of us that are aware of it. All right, what did you do at the Bilderberg, and how come there's no press at the Bilderberg secret meetings every year with the world's elite? No, you're a part of the Bilderbergs. You actually came there in Ottawa, Canada, in 07, sir. In 07, you actually came there. Excuse me, sir. You never answered my question. How you doing? I just have a very serious question. Mr. Kent, what did you do at the Bilderberg meeting? The secretive elite meeting. You're the CEO of Coca-Cola, and we want to know what the CEO of Coca-Cola is doing at the Bilderberg meeting, sir. Sir, what did you do at the Bilderberg meeting?
So do you have recollection of being at Bilderberg, sir? Have you heard of Bilderberg? Sir, you look like you're hiding something. Would you like to make a comment to the press, sir? This is going to be all over the internet. Sir, you look like you're hiding something. Why won't anybody answer what happens at the Bilderberg meeting, sir? I'm very polite. We just want answers, sir. Mrs. Clinton, are you going to Bilderberg this weekend? It's in Chantilly, Virginia. What Bilderberg meeting? I do not think I have been in the Bilderberg meeting for 20 years. Well, my name may be in the attendees list. Very big fan. Thank you. If I could just ask you, our news organization actually ran into Bill Clinton, and he said you invited him to the 1991 Bilderberg Group meeting. Yeah, I did. What happened at this very secretive establishment with no coverage of the press? Well, we just had a good meeting. Pardon my discretion. Can you please tell us what happened at the Bilderberg meeting in Canada, Ottawa, when David Rockefeller said there was no media coverage? I didn't meet with David Rockefeller with any. Yeah, I was there. There were intelligent discussions, which may be why the press wasn't there. Ask them. Ask the organizers. I did ask David Rockefeller, did I have any comment? I could just ask, why is there no press coverage of something so important? We don't want any press coverage. We don't have to have press coverage.